Donc, c'est une approche globale qui va consister à faire en sorte que les individus d'une société aient le meilleur bien-être aient le meilleur bien-être psychologique pour pouvoir avoir une meilleure santé et éviter une meilleure espérance de vie. Donc, je pense que la partie là est tellement importante que je vais vous donner 2 minutes pour réagir pour des gens qui ont des questions, puisque le rôle de l'ambassadeur, comme nous le verrons plus tard, c'est de promouvoir la santé, la promotion de la santé. Même si cette partie sera développée plus tard, mais le fait de comprendre les différentes étapes de la prévention, c'est quelque chose d'important. Si quelqu'un souhaite réagir rapidement, qu'il réagisse, ensuite je vais continuer pour suivre ma présentation. OK. Donc, je vais enchaîner. Donc, on a vu qu'en 1978, selon l'historique que je vous ai montré, à Alma-Ata, l'OMS a mis en avant ce qu'on appelle les soins de santé primaires. Les soins de santé primaire, c'est quelque chose d'essentiel et qui devrait être accessible à tout le monde, c'est-à-dire tout village du Togo, quel que soit le nombre de kilomètres qu'il y a là-bas, ou tout village de la Guinée, qui se trouve à 1000 kilomètres de Conakry, devrait avoir des santé, c'est-à-dire un paquet minimum qui lui permette d'accéder à la santé, c'est-à-dire un centre de santé doit être accessible. La communauté doit avoir des sages-femmes pour permettre aux femmes d'accoucher en toute sécurité. Et il doit avoir quand même des médicaments essentiels, tels que des médicaments pour lutter contre la douleur, des médicaments qui luttent contre, par exemple, le paludisme qui est assez répandu, surtout pendant la saison hivernale. Donc, cette base, c'est le minimum requis que tout le monde devrait avoir, peu importe la distance par rapport à la ville. Donc, c'est cet ensemble, c'est ce paquet qui a été regroupé sous le nom de soins de santé primaire. Le fondement, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est là-bas, c'est le premier contact de l'individu avec le système de santé. Donc, c'est quelque chose qui est tellement essentiel à la santé que ça devrait être accessible à tout le monde. Malheureusement, dans beaucoup de zones dans notre continent, cela n'est pas le cas. Il y a des difficultés d'accessibilité qui sont d'ordre, soit parce qu'il n'y a pas de route, les gens ne peuvent pas accéder, soit c'est parce que les soins sont considérés comme trop coûteux pour une population qui a un niveau de vie très bas, qui ne peut pas les financer. Donc, il y a plusieurs types d'inaccessibilité qui sont observés dans les pays qui sont à faible revenu. Alors que ce service devait être quelque chose d'essentiel pour tout le monde, toutes les personnes devraient accéder à la vaccination, aux soins de santé maternelle, au traitement des maladies les plus fréquentes dans le pays, à une éducation sanitaire, à la promotion et aux bonnes pratiques nutritionnelles. La promotion de la santé, vous qui envisagez être des ambassadeurs de la santé, ce sera l'une de vos missions, c'est-à-dire inculquer des valeurs, venir informer, éduquer, communiquer pour donner des changements de comportement, pour que les gens adoptent des attitudes saines pour améliorer leur santé. Puisque la santé, comme on l'a vu, c'est pas l'absence de la maladie. La santé, c'est pas juste aller prendre des médicaments pour être en bonne santé. La santé, c'est un comportement. La santé, c'est une manière de vivre. La santé, c'est surtout ce que tu manges, l'air que tu respires. Et la santé, c'est ton bien-être complet dans ta tête, ta santé mentale, la psychologie. Donc, toutes ces choses-là devraient être cultivées. Et vous êtes des futurs acteurs, je l'espère, ou des acteurs déjà qui vont y contribuer. Et l'autre aspect important des soins de santé primaire, c'est la santé dite communautaire. C'est-à-dire, c'est adapté aux besoins locaux spécifiques. Ça ne sert à rien d'apporter à une zone, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, en Europe, nous, ici, on n'a pas le paludisme, par exemple. Donc, ça ne sert à rien de venir équiper tous les hôpitaux je sais pas, de médicaments contre le paludisme,
alors qu'il y a des maladies plus fréquentes telles que la grippe et autres choses pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Donc, ces données, c'est aussi aller sur le terrain, rechercher à chaque population ses besoins, fournir les médicaments dont ils ont besoin, les installations dont elle a besoin et le personnel et surtout donner c'est-à-dire ces services à des coûts accessibles. Puisque si tu donnes à une population un hôpital ultra moderne, alors que leurs revenus ne leur permettent pas de payer ne serait-ce que la consultation, donc c'est comme si tu leur montrais quelque chose, mais tu leur dis que tu ne touches pas à ça. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Et l'importance de la santé communautaire également, c'est de réduire l'inégalité à l'accès aux soins. Il ne faut pas qu'il y ait une partie qui puisse accéder aux soins de santé primaire et qu'une autre partie soit discriminée. Donc, comme on le verra, je pense, tout de suite, la santé, c'est pas un privilège. La santé, c'est pas une faveur qu'on te donne. La santé, c'est ton droit. Donc, la santé est un droit fondamental. Tout ce qui est fondamental, tout ce qui est droit, tout le monde devrait y accéder. Donc, chaque personne a droit à une meilleure état possible. Donc, c'est ce principe qui devrait guider toutes les politiques de santé. La notion d'équité, je ne sais pas si, puisqu'il y a des juristes parmi nous, j'aimerais que quelqu'un d'entre eux réagisse pour nous. C'est en quoi il comprend l'équité et c'est quoi la différence entre l'équité et l'égalité. Et qu'est-ce qui est, selon lui, plus pertinent pour un système de santé ou pour lui-même ou pour une société? Est-ce l'équité qui est plus importante ou l'égalité? J'aimerais avoir l'avis d'un juriste par rapport à ça. Puisque des gens qui ont fait du droit là, ils sont dans le groupe. Donc pour eux, ils voudraient plus une société égalitaire ou une société qui vit en équité. Ok, d'accord, merci, cher formateur. Ici Augustin. Oui, Moi, je oui, conseillerais allez-y. avoir une société qui a plus d'équité. On ne peut pas vivre dans l'égalité comme ça. On parle d'égalité, mais dans la réalité, on ne vit pas ça. Pour D'accord. cela, il Et faut vous une pouvez société qui... nous expliquer un peu la nuance entre l'équité Pardon? et l'égalité. C'est quoi, par exemple, la nuance? La nuance, la petite différence qui existe entre les deux, c'est quoi pour vous? Et Si vous avez une... la différence qui Hmm, fait là-bas, oui, on va nous dire que l'égalité, ça consiste à tout le monde, à ce que tout le monde ait une vision d'être accessible, de ne pas être interdit à quelque chose. Mais quand on voit dans la réalité, c'est un peu différent. Je ne sais d'accord. pas si vous comprenez cela. Oui, j'ai bien compris. Alors que l'équité, oui, alors que l'équité, ça permet à tout le monde d'y prendre part, même dans les zones les plus reculées, si il y a la volonté de le faire. C'est parce que dans nos continents, plus précisément en Afrique ici, on vit des problèmes de ça. On parle d'égalité, d'égalité, mais on ne s'applique pas. Donc, on devrait parler de l'équité. D'accord. Merci, Merci. Monsieur Augustin, pour Oui, votre contribution. je vous en prie. Comme il a dit, comme il a dit, effectivement, en santé, nous, on vise surtout l'équité, pas l'égalité. Et je vais vous donner un exemple concret pour vous dire pourquoi. Je prends l'exemple, par exemple, en Afrique, on sait qu'il y a des familles polygames, d'accord? Disons qu'un père d'une famille polygame a deux femmes. Une de ces femmes a trois enfants et une autre femme a un seul enfant. Qu'est-ce que l'égalité voudrait? S'il donne 1000 francs à cette femme pour ses soins de santé primaire, à la première, il donnera 1000 francs également à la deuxième femme pour ses soins de santé primaire. Alors que l'une a trois enfants et l'autre a un seul enfant. Donc, vous voyez, dans ce contexte-là, l'égalité devient injuste, puisque si l'autre utilise ses 1000 francs pour traiter ses trois enfants, donc chacun d'eux n'aura que 300 francs, alors que l'autre n'a qu'un seul enfant, l'enfant aura ses 1000 francs.
Donc, dans ce contexte-là, l'égalité devient quelque chose d'injuste. Alors que l'équité voudrait qu'on donne à chacun ce dont il a besoin pour subvenir à ce dont il a besoin en fonction des circonstances. Donc, ici, l'équité voudrait quoi? Que si pour chaque enfant, il a donné 1000 francs, et que la femme qui a 3 enfants ait au moins 3000 francs pour que chaque enfant ait 1000 francs. Donc, c'est ça l'équité. C'est donner à chacun son besoin, ce dont il a besoin. Donc, le système de santé s'est basé sur ce fondement pour dire que l'accès de santé devrait être équitable. C'est-à-dire à chaque population, si une population fait 100 000 habitants, on lui finance son système de santé à hauteur de 100 000 euros, par exemple, ou en fonction de ses besoins. En tout cas, que les ressources soient allouées en fonction des besoins de cette population. Pas dire qu'on va répartir de façon égale pour chaque ville, dire que vous allez recevoir, alors que certains en ont plus besoin que d'autres. Donc, je ne sais pas si l'alliance entre l'équité et l'égalité est claire. Donc, l'accès aux soins ne doit pas dépendre de l'origine, ni de la religion, ni du statut social. Et rien ne devrait être un obstacle à la santé d'un individu. Comme nous, on nous prête, avant d'obtenir notre diplôme de médecin, le serment d'Hippocrate, on dit, tu es malade, ça me suffit. Donc, je ne regarde ni ton origine. Donc, l'équité en système de santé voudrait promouvoir ce genre de pratique. Et tous ces éléments concourent à ce qu'on appelle la justice sociale. Donc, une distribution équitable des ressources et ce qui va diminuer les inégalités, puisque les inégalités en soins de santé représentent des formes d'injustice sociale. C'est clair jusque-là? Merci. Donc, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés pour aboutir à cette justice sociale, c'est-à-dire à l'équité en soins? Les défis sont l'accès inégal aux soins. J'ai dit que les barrières des accès sont parfois géographiques. Des jeunes, par exemple, qui n'ont pas d'accès à la route ou des médecins refusent de partir. Les déserts médicaux sont présents, pas seulement en Afrique, même dans les pays développés. On est tous confrontés. Il y a la plupart des médecins qui ont fait de longues études, soit parce que leurs conjoints habitent ici, soit parce qu'il y a plus d'opportunités dans les grandes villes, décident de s'installer dans les grandes villes. Alors que les villes les plus éloignées ont des difficultés à accéder aux meilleurs médecins et aux meilleurs soins. Donc, les défis aussi, ce sont les barrières linguistiques. Mais les barrières linguistiques sont surtout pour le professionnel médical et l'accès aux ressources, puisque la plupart des ressources, si vous faites des recherches sur Internet et des sources véritablement scientifiques, vous verrez que les plus grandes publications sont en anglais. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas anglophone de faire de la recherche et d'accéder à des ressources assez informatives pour qu'il comprenne les véritables enjeux de la santé actuellement. Il y a aussi des disparités économiques, donc les moyens financiers. Donc, pour pallier aux difficultés, aux défis liés à l'accès aux soins, il faut créer des services de proximité pour tout le monde. Donc, pour accéder à des documentations pour qui te permettre de connaître comment améliorer ta santé, il faut être multilingue, avoir des documentations publiées dans toutes les langues. Et pour lutter contre la disparité économique, c'est avoir des coûts de soins abordables et créer des systèmes de financement du système de santé. Nulle part dans le monde, les soins ne sont gratuits. En Afrique, on nous fait tout souvent croire pour protéger les politiques que c'est un médecin qui va vous donner gratuitement un soin. C'est pas vrai. Ça se passe nulle part au monde. Tous les pays où tu pars à l'hôpital, on ne te demande rien pour accéder à un service. C'est parce qu'il y a un système qui a été créé pour financer et que tu n'as pas besoin de sortir l'argent de ta poche pour faire ce financement. Donc, c'est un système qui devrait être réfléchi. Pour cela, ils ont dit en France que la santé publique, c'est l'art de prévenir. C'est-à-dire, cette manière, on doit créer en fonction des besoins de notre population un système de financement de notre soin pour qu'une personne qui parte aux urgences aujourd'hui ne soit pas confrontée à quelqu'un qui va lui demander de l'argent à l'entrée. Donc, l'argent ne devrait pas être la préoccupation des personnels soignants. Donc,
Le système de financement des soins, c'est quelque chose, ce sont des projets sur lesquels on va réfléchir et qui devraient être réfléchis en Afrique. Mais vous particulièrement, à moins que vous vous occupiez un jour des postes de haut rang, tout le mal que je vous souhaite, des ministres et autres, je pense qu'il faudrait penser à ce genre de choses et arrêter d'accuser à tort des praticiens qui n'ont que leur salaire et qui ne peuvent pas financer, qui ne peuvent pas donner des soins gratuits puisque le matériel, c'est pas, ça leur appartient pas. Donc, tous les pays au monde ont leur système de financement de soins. C'est ce qui leur permet d'accéder et de diminuer les inégalités euh, d'accès aux soins. Donc, partant de cela, les dimensions principales de la santé, nous distinguons ici trois grandes dimensions de la santé. On a d'abord la dimension physique, c'est-à-dire le corps lui-même et le ressenti que vous avez. Elle concerne à la fois le bon fonctionnement de l'organisme. Donc souvent, quand tu n'es pas malade, c'est le bien-être physique que tu ressens sur ton corps, le fait de ne pas être souvent fatigué. C'est ça qu'on appelle la santé physique. Mais il y a une autre santé encore qu'on appelle la santé mentale. Là, c'est l'équilibre psychique. Peu importe le physique, si tu ne souffres pas de paludisme, mais si dans ta tête, il y a plusieurs problèmes qui sont en train de tarauder ta tête, des soucis et autres, tu risques de tomber dans ce qu'on appelle la santé psychique, le déséquilibre psychique, émotionnel. Donc, il faudrait que cette santé soit suffisamment forte pour éviter la survenue d'autres, puisqu'on verra qu'une santé mentale qui n'est pas bien peut entraîner plusieurs autres problèmes, que ce soit d'ordre physique ou social. Et le troisième volet de la santé, c'est la santé sociale. C'est des relations harmonieuses avec les personnes de la société, qui est essentielle et c'est ce qui va soutenir notre appartenance, par exemple, à une communauté et nous éviter d'être épanouis, puisque vous verrez que le stress et le manque d'épanouissement social sont aussi des facteurs de risque de survenue de maladies. Donc, ces trois systèmes, on les a dictés comme ça, mais ce sont des systèmes qui sont, vous avez vu que je les ai mis dans un cercle. C'est puisqu'ils sont complémentaires. Pour que le cercle soit formé, il faut qu'il y ait les trois. Aucun ne marche sans l'autre. Autre dimension de la santé qui sont à considérer, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, peut-être que c'est le chargeur et je vais vite approcher le chargeur. Désolé.
Je suis là dans 2 minutes, excusez-moi. Alors, vous m'entendez? Allô? OK. On va poursuivre sans transition. Donc, les autres dimensions à considérer pour la bonne santé sont la dimension spirituelle. Donc, tout sens donné à la vie, qu'une personne peut donner à la vie, les valeurs que la personne prône et les réalisations en soi en font partie. La dimension intellectuelle est aussi importante, c'est la capacité d'apprendre, de s'adapter à une société. Elle nourrit notre curiosité et notre croissance. Et le dernier volet, c'est notre dimension environnementale. C'est la relation qu'on a avec l'environnement, car elle influence beaucoup à notre santé. Un cadre de vie sain favorise le bien-être. On ne cessera d'insister dessus. Donc, un cadre de vie sain contribue à notre bien-être. Qu'est-ce qu'on entend par bien-être d'abord? Donc, il faudrait qu'on clarifie ce concept. L'individu a des éléments qu'on appelle bien-être et besoins fondamentaux. Le bien-être d'abord, c'est la résultante de la satisfaction des besoins essentiels. Il implique aussi l'accomplissement de nos capacités personnelles. Cette définition est la conséquence directe de euh, la pyramide de Maslow. Donc, l'individu, tout être humain a besoin de se nourrir. Mais cette nourriture, elle peut être à la fois bonne. D'abord, elle est essentielle, il faudrait qu'on le fasse. Mais en même temps, si on se nourrit, il faudrait qu'elle n'ait pas un impact négatif sur notre santé. Puisque vous verrez que la plupart des maladies viennent soit de l'environnement, soit de la nutrition, c'est-à-dire de notre alimentation. Donc, une alimentation équilibrée devient alors primordiale pour notre santé. Elle nous fournit l'énergie nécessaire à notre fonctionnement quotidien et lorsqu'elle est donnée à bon escient, elle nous évite aussi la survenue de plusieurs autres maladies. Donc, après les besoins nutritionnels, nous avons les besoins sanitaires. Donc, comme on l'a dit, la santé, ce n'est pas une faveur qu'on te donne. La santé devrait être un droit pour tout le monde, auquel tout le monde doit accéder. Et tout le monde aussi a besoin pour sa santé mentale de besoins affectifs, les liens émotionnels, le rôle des parents au niveau sur le bien-être des enfants, le rôle des conjoints dans le couple pour le bien-être de leur conjoint ou de leur partenaire. Tous ces éléments sont des piliers de bien-être qui auront un impact négatif et un impact soit négatif s'ils sont mal suivis ou un impact positif s'ils sont bien accomplis pour la santé de l'individu de façon générale et de la société. On a vu à travers l'historique que la notion de santé, c'est une notion assez complexe qui prend en compte toutes les dimensions de la vie d'un être humain et de la société. Mais c'est également une notion qui n'est pas figée. Si les besoins des populations d'il y a 30 ans en Afrique, les besoins en santé de cette population ne sont pas pareils à nos besoins. D'ailleurs, la plupart des pays africains actuellement sont dans une phase qu'on appelle transition épidémiologique. Je vais juste faire un petit crochet dessus pour vous en parler et puis ensuite on va continuer. La transition épidémiologique, c'est quoi? C'est-à-dire avant, en Afrique,
Les maladies infectieuses telles que le choléra, la peste, le paludisme et autres étaient les maladies qui entraînaient la plus grande mortalité en Afrique. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas de moyens suffisants pour lutter contre. Mais avec l'avènement de la vaccination, même si elle n'est pas totalement suivie, la couverture vaccinale reste encore faible dans beaucoup de pays. Mais avec les peu de résultats qu'on a pu obtenir, avec l'avènement de méthodes de prévention, par exemple l'arrivée des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, des insecticides pour pulvériser, avec l'arrivée des bons comportements de promotion de la santé, l'hygiène des mains, le choléra, toutes ces maladies infectieuses ont tendance désormais à régresser et l'espérance de vie a augmenté. Nous avons plus d'hôpitaux, nous avons plus de médecins formés pour nous prendre en charge. Donc notre vie, c'est-à-dire notre espérance de vie est en train de croître. Et on assiste à quoi? Et l'autre aspect que j'ai oublié de soulever, c'est que les gens aussi, il y a aussi la mondialisation, le fait que les gens ont plus accès à la nourriture. Et on a modifié nos habitudes de vie. Avant, on faisait plus d'activités physiques, les gens partaient au champ pour cultiver. Désormais, on est plus sédentaire. C'est l'époque des smartphones. Tous ces facteurs combinés ont fait en sorte que les maladies infectieuses ont diminué au profit de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas avant. C'est ce qu'on appelle, par exemple, c'est le diabète, l'apparition du diabète, l'apparition de l'hypertension artérielle, c'est l'apparition de l'obésité à cause de la malbouffe. Les gens désormais préfèrent aller sortir payer quelque chose d'ultra transformé dans un petit restaurant que d'aller cueillir les fruits qui sont bio de son jardin et aller faire la cuisine à la maison. Donc, toutes ces pratiques ont bouleversé nos habitudes de vie, donc sont en train de bouleverser notre santé. Désormais, ce n'est plus les maladies infectieuses qui tuent le plus en Afrique, c'est plus les maladies non transmissibles. C'est cette phase, quitter d'une forte mortalité des maladies infectieuses, arriver à un niveau de vie qu'on considère comme plus élevé et être en train d'une société consommatrice de biens ultra transformés et l'apparition des nouvelles maladies qu'on appelle maladies chroniques, c'est ce qu'on a appelé transition épidémiologique. Et tous les pays en Afrique, la plupart des pays en Afrique sont dans cette phase de transition épidémiologique. Ces pays sont en train d'amorcer, de partir vers cet élan, de telle sorte qu'on a projeté que plus d'1 milliard de personnes d'ici 2030 seront affectées directement par le diabète ou l'hypertension artérielle. Donc, la notion de santé, c'est une notion évolutive. On va revenir sur la présentation. Donc, la santé, c'est devenu comme un marché. Le service et les produits de santé se multiplient. Il y a beaucoup d'offres de santé. Donc, il faudrait qu'il y ait des politiques suffisamment fortes et que les politiques investissent sur la santé et orientent les décisions politiques pour qu'il n'y ait pas ces inégalités. Puisqu'il y a beaucoup qui proposent et ça devient coûteux, de plus en plus coûteux. Mais il faudrait que chaque société réfléchisse à la manière de financer sa santé. La santé aussi, c'est pas, on l'a dit, c'est un concept complexe qui fait appel à plusieurs paramètres qu'on appelle déterminants de la santé. Ces déterminants sont multiples. Ta constitution biologique toi-même, c'est-à-dire le fait de la manière dont tu es né, les constituants de ton sang peuvent faire en sorte que tu sois plus prédisposé à faire la maladie qu'une autre personne. C'est ce qu'on appelle les facteurs génétiques. La manière où tu vis, c'est-à-dire l'air que tu respires, si c'est plus pollué qu'une autre, tu es plus sujet à faire une maladie, de ce type de maladie qu'une autre personne. Donc, l'environnement devient aussi un déterminant de la santé. Le comportement, c'est-à-dire le fait que moi, par exemple, je fasse plus d'activité physique qu'une autre personne qui passe sa journée à dormir et en train de manipuler le téléphone, ce qu'on appelle la sédentarité, fera en sorte que l'autre soit plus sujet à faire des maladies que moi. Donc, tous ces ensembles de facteurs-là réunissent ce qu'on a appelé les déterminants de la santé. Et malgré tout, toutes les définitions qu'on peut donner à la santé, malgré tout ce qui est écrit dans les ouvrages, la santé reste quand même une notion subjective, c'est-à-dire chacun perçoit différemment la santé. Cette dimension personnelle aussi va influencer le choix.
Moi, si je perçois que, par exemple, la cigarette, le tabac est un facteur de risque important qui peut m'empêcher d'avoir, par exemple, le niveau de vie, l'espérance de vie que je souhaite, je peux prendre la décision d'arrêter de fumer ou de boire de l'alcool pour être en meilleure santé pendant plus longtemps. Alors qu'une autre personne qui considère que la santé n'est pas primordiale fera le contraire, fera le choix de vivre sa vie et de faire ce dont il a envie. Donc, cette perception subjective aussi est une dimension à considérer dans la perception de la santé de l'individu. Donc, on va un peu parler des déterminants de la santé. Je ne sais pas si je continue à aller toujours vite, parfois je vais vite, hein. N'hésitez pas à me dire si je vais vite et puis je vais ralentir un peu. C'est bon? Ok, merci. Donc, Oui, allons-y. ok. La dimension environnementale, qui est l'un des premiers éléments déterminants de la santé, c'est l'accès à une qualité d'air meilleure, c'est l'accès à l'eau potable, c'est l'accès, par exemple, à des aménagements verts dans la ville. Il faut que les gens soient, il faut diminuer la pollution. Il faut que les gens aient accès à une air pure, à une eau potable pour être en bonne santé. Donc, il faut bien agir sur son environnement, d'où l'intérêt de la promotion de la santé pour avoir une société en bonne santé. Deuxièmement, il faut le mode de vie, l'alimentation et l'activité physique. Bien se nourrir, marcher au moins 30 minutes par jour et éviter le stress autant que possible, même si on sait que nous sommes dans une société où le stress n'est pas évitable. Mais essayer d'être positif le plus possible, essayer d'aller vers les endroits où tu peux évacuer ton stress est quelque chose de vraiment intéressant. L'autre aspect, c'est la biologie, c'est-à-dire la constitution même de ton corps. C'est difficilement améliorable ça, puisqu'on est avec. Mais la génétique influence sur certaines maladies. Mais si on agit sur les autres déterminants qui sont l'environnement, le mode de vie, la génétique, le rôle de la génétique dans la maladie peut être amoindri. Et après, c'est avoir un bon système de santé. Tout ce que tu feras, un jour tu tomberas malade. Le jour au moins où tu vas tomber malade, il faut que ce jour-là, il y ait un système de santé capable de t'accueillir. Au-delà de ça, le système de santé, on a dit, devrait être capable de promouvoir la santé. C'est-à-dire, avant même la survenue de la maladie, un système de santé doit proposer à ces populations, tel que vous êtes en train de vouloir le faire maintenant, des moyens alternatifs pour éviter le plus longtemps possible de tomber malade. C'est-à-dire d'avoir des systèmes et des conduites, de manière de se conduire pour, pour éloigner le plus longtemps possible la maladie de soi. C'est ça qu'on appelle un système de santé efficace. Traiter ces malades, éviter que les malades soient compliqués, éduquer ceux qui ne sont pas malades pour qu'ils ne tombent pas malades, dépister les maladies qui sont à leur état initial pour éviter que ça devienne un peu plus grave. Un système de santé devrait tenir compte de tous ces paramètres pour qu'il soit efficace et efficient pour sa population. Et le dernier, le nerf de la guerre, on dit c'est l'argent, et le facteur socio-économique, le revenu personnel. Donc ça, c'est purement politique, mais les revenus personnels, il faut avoir les moyens pour financer sa santé. La santé, ça coûte. Elle n'est gratuite nulle part dans le monde. Si tu vas à l'hôpital, tu ne sors pas l'argent de ta poche, c'est que quelqu'un a payé avant. Il faut créer des systèmes qui payent avant. Et pour s'il n'y a pas de système qui paye avant, il faut avoir de l'éducation. Il faut avoir des conditions de travail pour pouvoir avoir suffisamment de l'argent dans ta poche pour aller. Mais avant tout cela, il faut avoir un comportement, des attitudes de vie pour éloigner le plus longtemps possible la maladie. Donc, c'est ça la meilleure. C'est comme on le dit couramment, prévenir vaut mieux que guérir. Et promouvoir, c'est encore mieux que prévenir parce que la promotion vient même avant la prévention. Donc, je pense que vous êtes des acteurs clés et voilà les déterminants sur lesquels vous pouvez agir. Donc, tout ce qui impacte sur la santé se résume dans ce cercle. Et en agissant sur l'un, on impacte forcément sur l'autre.
mais on doit agir sur chacun de ces déterminants pour que la santé soit plus complète. Donc, notion de promotion de la santé. Le second volet qu'on va aborder dans notre présentation. Donc, on l'a déjà évoqué précédemment, mais concrètement, c'est quoi la promotion de la santé? C'est ce processus qui donne aux populations les moyens d'améliorer leur santé, un concept développé par Santé Canada et qui vise à l'autonomisation. La promotion de la santé, donc, c'est ce processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé. Donc, ça passe par la participation communautaire, l'implication active de tous les membres de la communauté. Ça passe par l'équité et ça passe par la durabilité. Donc, les moyens de promotion de la santé sont la sensibilisation aux habitudes de vie saines, c'est des ateliers communautaires pratiques et surtout, c'est se former suffisamment pour donner une information fiable, puisque les acteurs de la santé devraient être des experts, des gens qui sont suffisamment outillés, qui suivent ce type de formation pour avoir la bonne information et ne pas aller vers une population, se faire discréditer. Ensuite, la population ne va pas suivre tes recommandations. Il faut maîtriser son sujet pour convaincre les autres. Il faut que toi-même tu sois convaincu avant de convaincre les autres. Donc, la diffusion d'une information fiable passe par ce type de formation. Les stratégies de promotion de la santé. Quoi qu'on en dise, les politiques, elles sont tellement importantes puisque toutes les décisions majeures d'une société viennent de sa classe politique. Donc, l'élaboration des lois et règlements qui favorisent la santé des populations. C'est le premier aspect, le cadre juridique. Ensuite, il faut créer des espaces verts, des milieux de vie sains et donc des endroits qui sont propices au bien-être physique et mental. C'est renforcer les initiatives locales. La population, ne venez pas dans une population leur dire que vous connaissez ce dont ils ont besoin. Demandez-leur. Ils connaissent mieux ce dont ils ont besoin que vous. Donc, lorsque vous allez leur demander et vous connaîtrez véritablement leurs besoins, vous pouvez mieux les aider. Donc, cette approche communautaire, approche participative, l'implication locale, c'est un élément primordial dans la sensibilisation et la promotion de la santé. Donc, ensuite, ce sont des aptitudes individuelles. Il faut agir en communauté, bien sûr, mais cette communauté est constituée d'individus. Donc, si une communauté compte plusieurs individus individuellement formés, cette communauté est susceptible d'être plus formée qu'une autre communauté qui ne l'est pas. Donc, des actions individuelles devraient être menées. Chacun devrait chercher de formation. Chacun devrait chercher une manière de s'améliorer du jour au jour pour pouvoir impacter sur lui-même et sur sa société. Je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie puisque vous avez décidé de suivre ce genre de formation. Donc, c'est des choses à encourager auprès de vous et de vos collègues. Je vous donne ici des exemples concrets de promotion de la santé, par exemple, tel qu'on voit le faire en Europe. Des exemples des pays du Nord, les pays du Nord, la Suède, Danemark, Norvège, Islande, ils sont des exemples et des modèles dans ce truc. Mais un peu plus près de nous aussi, les Pays-Bas. Donc, des jardins communautaires, des espaces cultivés, par exemple collectivement, améliorent l'accès à la fois aux aliments frais, ils renforcent la cohésion sociale, mais aussi des compétences nutritionnelles, puisque vous maîtrisez ce que vous cultivez, vous savez ce qu'il y a dedans. Et souvent, lorsque toi-même, tu cultives, tu évites de mettre dedans des produits qui seront toxiques pour ta propre santé. Donc, ce sont des exemples concrets de promotion de la santé. Les initiatives, l'école à pied, vont contribuer à la diminution, par exemple, de la production des gaz à effet de serre. Ça te permettra en même temps de mener ton activité physique dont tu as besoin tous les jours, 30 minutes de marche minimum, comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça améliore la sécurité routière, moins de bus qui circulent, moins d'accidents. Vous voyez, en agissant sur un seul volet, on agit sur un ensemble de problèmes de société.
Donc, les campagnes anti-tabac, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas une seule maladie non transmissible dans ce monde où le tabac n'est pas facteur de risque. Donc, le programme combinant sensibilisation et législation vont permettre de réduire, par exemple, la consommation du tabac en milieu public. Au moins, si toi, tu as fait le choix de fumer, évite d'exposer ceux qui ont fait le choix de ne pas fumer à une fumée toxique. Puisque le tabagisme passif, le fait de dégager une fumée chez un non-fumeur, a également un impact sur sa santé. Donc, la promotion de la santé, c'est également donner c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation sur ce type de volet. Et c'est une politique, c'est-à-dire un État qui est capable de légiférer, de dire qu'il y a des espaces dédiés, par exemple des espaces fermés où tu ne peux pas fumer, des espaces publics où tu ne peux pas fumer, puisqu'il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas fumer pour éviter de les intoxiquer, sachant toutes les conséquences de la cigarette sur la santé. Donc, on va aller vite parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va un peu parler des ambassadeurs de la santé. Et puis après, je vais vous laisser au moins quelques minutes pour poser des questions. Donc, concrètement, la mission que vous vous apprêtez à prendre, ou bien certains peut-être qui sont déjà ambassadeurs de la santé, c'est quoi? C'est un porte-parole officiel d'une initiative de santé publique. Il peut être également un médiateur entre une autorité de santé et la population. Mais surtout, un ambassadeur de la santé, ce n'est pas forcément un expert. Mais ici, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit un expert formé pour diffuser une information fiable. Pourquoi s'engager comme ambassadeur de santé? Si on avait le temps, peut-être que j'aurais donné à chacun de vous la parole pour qu'il me dise pourquoi lui il a décidé de s'engager comme ambassadeur de la santé. Mais ici, de façon globale, pourquoi on s'engage dans ce type de domaine? C'est lorsqu'on décide d'impacter directement sur la communauté. C'est lorsqu'on veut développer des compétences qui vont valoriser notre carrière. C'est lorsqu'on veut créer un réseau professionnel engagé pour la bonne cause. Donc, pour commencer, il faut d'abord avoir des formations qui sont accessibles à tous, des formations telles qu'initiées par l'ANED, qui sont des initiatives à encourager. C'est pour cela, moi, j'ai tenu à les soutenir. C'est de créer des systèmes de mentorat par des ambassadeurs qui sont expérimentés, des gens qui connaissent le domaine et qui ont travaillé dans ce domaine. Et c'est des ressources gratuites et disponibles en ligne pour permettre à toutes les personnes voulant agir dans ce truc, dans ce domaine, de pouvoir le faire. Si vous doutiez jusqu'à présent si un ambassadeur a véritablement un impact sur la santé, nous en médecine, on dit evidence-based. Les chiffres, ça ne ment pas. Donc, voici des impacts mesurables direct du rôle des ambassadeurs de la santé sur la santé mondiale. Un impact mesurable. Entre 2018 et 2023, le nombre d'ambassadeurs de santé est passé de 60% à 90% par rapport au quota prévu par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce qui a permis à plus de 65% de gens formés d'avoir des meilleures connaissances et compréhension sur les enjeux de la sanitaire. Et le fait qu'il y ait tellement d'impact sur la société, c'est chaque année, il y a plus l'augmentation du nombre, c'est-à-dire le nombre ne cesse d'augmenter, le nombre de gens qui veulent s'engager pour la santé. Et mais c'est surtout une 30% de réduction du risque, c'est-à-dire le baisse de comportement dangereux. C'est-à-dire la société européenne est particulièrement sensible à ça. Ces données ont été standardisées par rapport au monde. Mais le fait de pouvoir réduire de 30% des comportements à risque ou des comportements néfastes, croyez-moi, c'est quelque chose de très intéressant pour un système de santé.
Donc, mission d'un ambassadeur informé, c'est partager des connaissances scientifiques fiables avec référence. Vous voyez souvent quand je dis quelque chose, je cite la source. C'est être en capacité de le faire. Si tu veux convaincre quelqu'un, tu ne dis pas que ça vient de moi. La science, c'est tout le temps des références, au fait. C'est relier les citoyens aux ressources disponibles. C'est encourager l'action collective pour une santé communautaire. Informer, éduquer, communiquer et faire de la mobilisation communautaire pour des actions qui sont véritablement utiles pour la société. Quelles sont les compétences essentielles que devrait avoir un ambassadeur de la santé? La capacité communicationnelle, quelque chose de très, très important. Donc, c'est à travers la communication qu'on véhicule le message qu'on veut porter. Donc, il faudrait une manière de le faire pour que cela soit accepté. Il faut avoir une écoute active et une expression claire. Dire clairement ce que tu veux, mais ne pas interrompre les gens. Écouter aussi ce qu'ils ont à dire. Ils connaissent bien leurs besoins, comme je vous avais dit précédemment. Donc, c'est en les écoutant qu'on peut trouver des solutions aux problèmes. Et surtout, les proposer quelque chose, c'est dont ils ont besoin. Sinon, si vous les proposez quelque chose dont ils n'ont pas besoin, c'est du gaspillage que vous faites. Après la communication, il faut avoir un certain leadership. Entendez ici par leadership la capacité d'impacter les autres. C'est-à-dire, lorsque tu fais ce que c'est-à-dire, lorsque tu fais ce que tu dis, tu es un leader. C'est-à-dire, tu inspires. Au lieu de beaucoup parler comme certains le disent, agis. Donc, en agissant, lorsque tes actes et ta parole sont dans le même sens, les gens sont plus enclins à te suivre. C'est ce type de leadership qui est recherché ici. Donc, cette capacité à impacter sur les autres. C'est de l'empathie également. Cette capacité à comprendre des situations diverses. Tu ne dois pas comprendre que ta situation. Tu ne dois pas avoir une seule manière de voir les choses pour être un ambassadeur de la santé. Donc, l'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres est quelque chose d'essentiel pour pouvoir véhiculer un message qui sera entendu. Donc, être ambassadeur de la santé, c'est d'avoir les notions de base également en santé publique. Là, ils ont mis solide, mais tu n'as pas non plus besoin d'être un expert en santé publique, mais avoir des éléments essentiels, suffisants et suffisamment précis et concis pour pouvoir impacter sur les bénéficiaires ou la population que tu cibles. Donc, action concrète que vous aurez à mener, vous aurez à faire des planifications. Vous êtes des managers. Vous devriez soutenir, vous devriez évaluer pour mesurer l'impact de vos interventions sur la société ou bien sur la communauté sur laquelle vous avez agi. Donc, je termine par cette page blanche. Donc, pour laisser à chacun de nous la manière, c'est-à-dire ce qu'il a compris de cette intervention, en fait, puisque pour moi, la conclusion n'est pas quelque chose de figé. C'est pour cela que je n'ai pas voulu écrire quelque chose. Mais selon ce que vous avez entendu, selon ce que vous avez vu lors de cette présentation, je pense que vous mesurez de façon générale, même avant cela, puisque dans votre vie de tous les jours, vous mesurez l'impact de la santé. Mais peut-être si vous avez appris de nouvelles choses ici, c'est la dimension complexe de ce qu'on appelle santé. Et combien de fois vous pouvez agir même en n'étant pas des médecins ou des experts de santé publique. Donc pour moi, je dirais qu'on a tous des multiples problèmes tant qu'on est en bonne santé. Nos problèmes sont multiples tant qu'on est en bonne santé. Le jour où tu seras malade, ton unique problème sera comment retrouver ta santé. Sur ce, je vous dis merci. Et si vous avez des questions, des commentaires et des suggestions, je suis à l'écoute.
Merci. Donc, comme on a accusé beaucoup de retard, je vous laisse 10 minutes pour les questions. Normalement, on est à 4 minutes de la fin, mais je vous laisse 10 minutes pour les questions et autres. Est-ce que nous avons des questions? En tout cas, nous tenons à remercier vivement notre formateur du jour qui a accepté de débuter, je dirais, cette formation avec nous. Et j'ai vu et je crois que la présentation a été appréciée de tous. Et donc, il nous reste encore quelques minutes. Si nous avons des questions, nous pouvons juste lever la main et poser la question pour que le formateur puisse nous répondre. Alors, nous avons déjà une main. Monsieur Yovo, oui, allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir chers formateurs. Bonsoir. Bon, j'ai pas en tant que telle question, mais j'aimerais vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise et pour la belle présentation que vous avez faite ce soir. Euh, D'une part, si je veux commencer par faire des résumés, maintenant on va gaspiller tout le temps. D'une part, sachez seulement que vous avez bien fait votre présentation et ça nous prouve que il ne faut pas être seulement docteur pour être ambassadeur de la santé. Donc, tu peux être dans d'autres domaines, mais tu peux être aussi ambassadeur de la santé. Donc, je tiens vraiment à vous remercier et à remercier tous les organisateurs de cette initiative. Et je vous dis à tous une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à vous également d'avoir pris l'initiative courageuse de venir en aide à votre communauté. Et je pense que c'est des initiatives à encourager. Et merci à l'ANED, merci Rolandia de l'animation. Donc, s'il y a d'autres questions, allez-y sans transition. Je suis là. Oui, les micros sont toujours ouverts pour des questions ou ne serait-ce que pour des appréciations aussi. Il nous reste encore 2 minutes. Il n'y a pas d'intervention? D'accord, allez-y. D'accord, et bonsoir à tous et bonsoir à Monsieur Amadou Ouri. Tout d'abord, nous sommes très ravis d'avoir un formateur dans notre pays. Aujourd'hui, la Guinée et le Togo sont des frères et vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir en tant que formateur en collaboration avec l'ANED. Ma question est que vous avez parlé au niveau de la présentation, où vous avez parlé des lieux où les ambassadeurs, par exemple, dans une commune donnée, euh, les ambassadeurs peuvent essayer d'interagir ou d'agir de mieux parce que actuellement, le Togo, nous avons un problème de santé. C'est pourquoi je suis très fier de participer à cette formation pour pouvoir donner le meilleur de moi-même, écouter la population donnée et exposer le problème à eux et voir comment nous pouvons essayer de gérer et voir comment nous pouvons améliorer la santé de nos compatriotes. Je ne vais pas trop parler et je vous dis aussi bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Merci. C'est un engagement citoyen et je pense que je n'ai qu'à vous encourager là-dessus. Et nos populations, comme vous l'avez dit, nous sommes tous frères et nous nous battrons pour que notre continent aussi sorte de l'auberge. Donc, si chacun de nous met du sien, donc je pense qu'on pourrait améliorer les choses en Afrique. Et vous, vous êtes engagé dans cela, je ne pourrais que vous encourager.
Alors, merci, Dr. Oury, merci pour votre disponibilité, merci pour votre temps, merci à Je vous, pense, chers participants. je pense que nous aurons une séance ensemble le 20. Donc, Oui, ce sont les deux séances qui m'ont été allouées. Donc, on se dit après-demain alors. Merci. c'est Et vous ça. aurez les présentations. Je vous ferai parvenir les présentations pour que vous les partagiez en format PDF. D'accord, merci. Nous allons envoyer la présentation dans le groupe de la formation, afin que tout le monde puisse y avoir accès, et aussi vos contacts en cas de besoin. D'accord. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci. Bonne soirée chez vous. Bonne soirée.